Salut les sportifs, c'est Armano et je suis l'hôte de ce podcast. Je suis très heureux de vous proposer un nouvel épisode que j'ai pu enregistrer avec Frédéric Bellobre, l'une des idoles de ma courte et jeune carrière de triathlète. Vous l'entendrez, la qualité du son n'est pas à la hauteur de ce que je vous propose habituellement. Comme je l'ai indiqué dans les notes de cet épisode, eh bien c'est très certainement la loi de Murphy qui a joué. Déjà, on a eu beaucoup de mal avec Fred à se coordonner pour enregistrer l'épisode. On a enfin trouvé une date qui était le 20 mai 2020, donc ça fait déjà très longtemps. L'Europe sortait à peine de confinement et Fred a eu la gentillesse de me recevoir virtuellement mais chez lui. On a même vu passer à un moment Charlotte Morel, son épouse. On a dû jouer de malchance entre le fait que l'enregistrement n'a pas fonctionné chez moi ni en local ni avec les outils que j'utilise habituellement, et là en l'occurrence c'était du Zoom. Par contre ça a fonctionné chez Fred, mais il a fallu un petit peu de temps pour qu'on arrive à retrouver le fichier qui était caché dans l'ordinateur de Fred et que Fred puisse avoir une bonne connexion pour m'envoyer tout ça. Bref, après cette très longue intro, je vous laisse découvrir ce magnifique épisode que j'ai pu enregistrer avec Frédéric Bellobre et j'espère que vous aurez l'occasion de me faire vos retours, non seulement via Apple Podcast, mais aussi tous les réseaux. Vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Comme d'habitude, je reçois toujours des invités magnifiques, splendides. Après Cédric Fleurton, je reçois un de ses autres anciens camarades de jeu en la personne de Frédéric Bellobre. Salut Fred. Salut, merci pour ton invitation dans ton podcast et salut à tous les auditeurs. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On a eu un petit peu du mal à se coordonner, mais en tout cas, on y arrive et tu peux pas savoir à quel point je suis heureux. Moi aussi, très content. C'est vrai que c'est pas évident dans les emplois du temps, surtout après donc le déconfinement. Là, il y a tout qui se bouscule un petit peu. D'ailleurs, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui vont être bien en rapport avec ça. En ce moment, entre l'entraînement perso, la reconversion, les différents pseudo-métiers que je fais en ce moment, c'est vrai que le temps libre est compté. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter les temps des journées. Moi, une journée de 48 heures, ça m'irait bien. Ah ouais, c'est clair. C'est ce qu'on dit tous les jours, tous les soirs avec ma femme, Charlotte Morel, qui est triathlète aussi. Si les journées pouvaient être doubles, ce serait déjà bien rempli, mais ce serait un peu plus cool. Si tu fais ce que tu aimes, si tu continues dans le sport, j'imagine que effectivement, t'aimerais avoir des journées beaucoup plus longues. Je pense que c'est tout à fait ça. La notion de temps qui passe vite, je pense qu'elle est due aussi à ce qu'on fait. Et donc plus on fait quelque chose de passionnant, plus le temps passe vite, même s'il y a beaucoup d'actions. Et c'est vrai que les journées sont courtes pour tout le monde. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on a l'impression que ça passe encore plus vite. Et je pense que c'est bon signe. Écoute, après ces quelques mots d'introduction, moi, ce que je te propose, c'est te redonner le micro et pour que tu nous dises, on a déjà dit ton nom, mais tu nous redises qui tu es, quel âge tu as, ce que tu as fait dans ta vie de sportif. Et puis, après, on enchaînera sur le sujet de comment est-ce que c'était. Est-ce que c'était que du plaisir ou est-ce que tu as aussi galéré au niveau sportif, au niveau financier et autres? Allez, je te suis. Eh ben, écoute, le micro est à toi. Vas-y. Ok, alors moi je m'appelle Fred Bellobre, je suis triathlète, j'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques en 2004 et en 2008 où j'ai fait 5e et 10e. Donc c'était il y a quelques années maintenant, mais on va dire que finalement il n'y a eu que deux Olympiades depuis. J'ai pas pu me qualifier à Londres, mais je les ai commentées sur France 2 à la télé, puis j'ai commenté Rio sur Canal+. Donc toujours à fond. Passionné de sport, de triathlon. J'ai fait aussi 3 fois champion d'Europe et plusieurs fois champion de France.
Je suis resté dans le monde du triathlon, même si j'ai pas pu me qualifier aux derniers Jeux Olympiques. J'ai fait encore pas mal de compètes et là, ça fait 6 ans maintenant que j'ai vraiment ralenti, voire arrêté, que je continue à m'entraîner, mais en faisant beaucoup moins de compétitions. C'est vraiment des compètes pour le fun. C'est pas vraiment dans l'esprit de vouloir gagner ou faire un championnat ou me qualifier à des compètes internationales. C'est vraiment pour le fun et même si j'ai l'esprit de compétition, je donne toujours le maximum, mais avec une préparation qui est ce qu'elle est, avec les moyens du bord. Par contre, je passe beaucoup de temps donc dans ce nouveau métier qui est un multi-métier, je dirais. C'est une reconversion qui concerne un peu une boîte qu'on a montée avec ma femme et qui balaye un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le monde du triathlon, c'est-à-dire l'événementiel avec l'organisation de stages, le coaching par correspondance avec des athlètes qu'on entraîne, une petite marque de fringues aussi avec du matériel axé triathlon. Quoi d'autre? On a un club aussi et on a même maintenant un nouveau projet là depuis cette année. C'est une application qui récupère toutes les données physiologiques d'une séance d'entraînement pour nos athlètes et qui nous permet de l'étudier, de l'analyser, puis de prévoir la séance suivante. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses là au niveau de ma présentation. J'espère que j'ai perdu personne, mais en accéléré, ça donne ça. Bon, il manque quand même une chose à ton programme. Il manque la partie média, des podcasts par exemple. Ouais, ben alors ça a été surtout pendant la période olympique. Donc j'ai fait quasiment 20 ans de carrière à haut niveau, très haut niveau en triathlon. Donc avec ces 2 Olympiades et puis des podiums sur championnat du monde, championnat d'Europe, etc. Et donc évidemment pas mal de journalistes et d'échanges avec beaucoup de médias. En tout cas, à chaque fois, c'était des super souvenirs. Moi, j'adorais me prêter au jeu des médias et répondre aux interviews, que ce soit comme là ce soir, radio, écrit, journal, journaliste spécialisé, télé, etc. Et je pense que ça sert aussi à développer la discipline. Donc, c'est un peu le rôle du sportif de haut niveau de promouvoir sa discipline au travers des médias. Bon, alors, quand tu nous as donné la liste des médias auxquels tu avais déjà assisté, pour ceux qui ne le savent pas, Fred Belob, c'est quand même, en tout cas en France, une sommité dans le triathlon. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de ces médias avec qui tu as déjà eu la chance d'échanger. Ouais, mais je pense qu'il y a pas, tu sais, je pense que la qualité d'un échange en termes journalistiques, c'est la préparation du journaliste, je pense. L'envie de l'athlète de faire partager sa passion, et puis donc le travail du journaliste en amont qui va s'être renseigné sur qu'est-ce que le triathlon parfois déjà, qui est l'athlète qu'il a en face de lui et est-ce qu'il a vraiment envie d'en parler ou est-ce que il a envie de faire ça à l'arrache vite fait parce qu'on lui a demandé quoi. Et ça finalement pour un athlète c'est quand même important parce que ça crée un climat de confiance et de sérénité pendant l'interview. Bon, espérons que le climat va s'installer. Donc, j'ai l'impression que tu connais bien le sujet, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Bon, c'est vrai que j'ai pratiqué un peu le triathlon, pas à ton niveau, mais en tout cas, je connais un petit peu le sujet et je vais m'y remettre cette année avec quelques velléités pour du long. Écoute, tu nous as fait une belle présentation de toi. Si on revenait un petit peu en arrière, je crois savoir que tu as baigné dans le triathlon depuis le plus jeune âge, au contraire d'un Cédric Fleurton, par exemple, qui a découvert ça beaucoup plus tard. Est-ce que tu peux, avec nous, retracer un petit peu le début de ta carrière, enfin même pas le début de ta carrière, vraiment tes premiers pas dans le triathlon? Alors mes premiers pas dans le triathlon ont commencé par des premiers pas en natation, des premiers coups de bras en natation. Et là, c'est les tout premiers, c'est quasiment à 5 ans ou de 5 à 10 ans, je faisais un peu de natation en club. Et voilà, à l'époque, c'était une activité comme beaucoup de jeunes le font sans trop savoir où est-ce que ça va déboucher. Mais c'était aussi pour l'ambiance avec les potes. Donc de temps en temps, le soir, j'allais nager après le collège. Donc ça a commencé très tôt, hein, de 5 à 13 ans. Puis j'ai commencé à côtoyer les triathlètes à la piscine.
qui nageaient à côté, et c'est vrai que l'ambiance avait l'air super cool. Ils étaient vraiment sympas, un peu plus délire que les nageurs. Et puis c'est vrai qu'en natation, on n'a pas trop le temps de se parler, donc on a un peu la tête dans l'eau, on compte un peu les carreaux, et finalement j'ai été vite happé par l'ambiance des triathlètes. J'ai commencé par faire une sortie vélo avec eux, puis un footing. Mon père étant l'entraîneur du club, ça a facilité aussi les choses. Et j'ai vite pu me joindre à eux sur des séances de vélo et de course à pied en plus de la natation. Oui, parce que ton papa aussi était triathlète. Voilà, mon père était l'entraîneur du club de triathlon là où je nageais, donc Poissy, qui est un très grand club maintenant, très connu, où il y a vraiment toujours de très grands sportifs, très grands triathlètes, un des meilleurs clubs français et qui m'a beaucoup apporté étant jeune. Et mon père donc était entraîneur dans ce club, mais était aussi triathlète plus tôt. Quand je suis né, en fait, lui était déjà triathlète, donc on va dire qu'il a fait partie des tout premiers triathlètes français. Il a, pour ainsi dire, créé le triathlon en France, même s'il vient pas de France. Il a été le premier. Il a participé au tout premier triathlon français et il a fait partie des premiers triathlètes français à l'époque où la fédération n'existait même pas encore. Ouais, je me souviens que il y a un site qui est souvent apprécié par les triathlètes qui s'appelle Triclair. Je ne sais pas Ouais, si tu connais, ouais, où ouais, on ouais. peut retrouver pas mal de vidéos. Alors, on va pas forcément en faire la promotion parce qu'elles sont pas toujours libres de droit, mais en tout cas, il y a des vidéos, enfin, il y a des liens pour les vidéos. Et puis, il y a aussi des belles archives qui datent des tout premiers triathlons et d'un des premiers triathlons de Paris en 87, si je ne m'abuse, où on voyait un certain monsieur Bellobre parler au micro. Donc, il me semble que c'était ton papa. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, alors c'est vrai que on va dire, de 0 à 10 ans, même à 12 ans, je le voyais entraîner le club de triathlon. Et puis moi, je l'ai vu faire des triathlons aussi. Hein, je me rappelle, étant tout petit, le voir franchir des lignes d'arrivée et même aller à droite, à gauche pour courir. Mais à l'époque, j'étais pas trop emballé par la discipline. C'était une discipline qui me paraissait infaisable, un peu dur, quoi, long, dur. Et quand on a 5 ans, on se pose même pas la question de savoir si on a envie de faire ça, je pense. Et puis c'est venu après, quoi, par le passage, par l'étape de nageur. Donc, nageur jusque 12 ans, tu nous as dit 12-13 ans. Après, tu as fait des infidélités à ton club de natation et tu as été voir du côté de la ligne des triathlètes. Tu t'es pris au jeu de l'ambiance et puis très certainement aussi en ayant goûté au triple effort. Quand est-ce que tu as commencé à te lancer dans la compétition et quand est-ce que tu as vraiment été marqué par cette envie de te donner à fond dans la compétition? En fait, j'ai quand même eu tout le temps l'envie de performer et de gagner quand même. Enfin, gagner, c'est un bien grand mot, mais de faire le mieux possible. Et déjà en natation, j'avais cette envie de gagner, de faire des chronos, d'améliorer mes temps et puis d'être le plus rapide possible et de monter sur le podium quand il y avait des petites compétitions entre jeunes. Hein, je me rappelle que, par exemple, une fois, je m'étais fait disqualifier parce que j'avais touché à les mains un peu décalées en brasse au lieu de les toucher vraiment parallèles au niveau de l'eau, et ça m'avait rendu fou de rage enfin fou de rage et puis tellement déçu alors que j'avais gagné la compète. Et puis de toute façon, sur toutes les autres compètes, je me donnais à fond pour performer. Donc on va dire depuis toujours. Ok, donc première compétition, j'imagine, pareil, vers 14-15 ans. Premier podium aussi ou c'est venu un peu plus tard? Donc c'est vrai que les tout premiers triathlons à l'époque où je découvrais vraiment le truc, c'est-à-dire le vélo avec un short et un t-shirt en coton et puis un casque 10 fois trop grand et des baskets. Là, ça a été un peu pour la découverte. Donc, je sais même plus quelle place j'ai fait, mais je me souviens avoir gagné les championnats UNSS, donc scolaires, de l'époque quand j'étais benjamin, donc
à 13, 14 ans. J'avais gagné mon premier triathlon chez les scolaires tout jeunes. Et je me souviens aussi des championnats de France UNSS beaucoup plus tard où moi je te regardais de loin et tu les avais gagnés aussi. C'était je crois à Val-de-Reuil, je sais plus si c'était 96 ou 97. Ouais, c'est vrai que ça remonte vraiment loin, mais finalement c'est des souvenirs que j'ai gardés. Je me souviens de Dijon, des minimes, il y avait ouais, c'est les premiers tris finalement, ça marque et ça avait beau être des championnats de France UNSS, c'était quand même l'objectif de l'année et on se donnait à fond pour ça, donc gagner c'était quand même le Graal quoi, donc forcément ça faisait plaisir, ouais, on s'en souvient bien. En continuant la série des podiums, viennent aussi un peu plus de velléité, peut-être de se spécialiser dans ce sport, peut-être aussi d'entrouvrir la porte du professionnalisme. Comment est-ce que c'est venu chez toi? Comment est-ce que le déclic est venu? Qu'est-ce qui t'a fait choisir de te lancer à fond dans le triathlon? En fait, pour l'instant, je dirais que dans ma vie, j'ai jamais vraiment fait de choix personnel comme ça tranché. Je dirais que tout a découlé de source, tout a coulé de source un petit peu. Toutes les portes se sont ouvertes devant moi au moment où j'allais dans cette direction et j'ai suivi un peu ma route. Donc, en fait, j'ai été beaucoup aidé par le club de Poissy en termes de matériel dans un premier temps. Donc, je dirais que c'était pas vraiment, on peut pas appeler ça un sponsor ou et encore moins financier, mais déjà j'avais cette notion que en faisant des performances, on pouvait être aidé et pas avoir à acheter un vélo. Donc, j'avais un super vélo avec des roues à bâton, machin, déjà tout jeune, prêté par le club et donc ça motive, ça fait plaisir et puis on comprend vite la notion de sponsoring. Ensuite, j'ai intégré un sport-études à Boulouris. Là encore une fois, le club m'a aidé financièrement pour payer mon entrée au sport-études. Donc ça a été un premier pas encore un peu plus fort vers le sponsoring. Et puis ensuite, on reçoit des messages de clubs qui nous proposent une somme d'argent pour courir sous leur couleur. Donc voilà, on comprend aussi que ça peut devenir un métier. Puis les clubs, puis les sponsors, et puis des primes de course. En fait, tout a grossi petit à petit au fil des années, au fil des performances. Et aussi, j'ai été toujours très bien conseillé, très bien entouré par des journalistes qui m'ont fait comprendre à un moment donné que j'avais franchi un cap, donc qu'il fallait que je demande des choses en rapport, que j'exige certaines choses de mes partenaires en rapport avec les résultats et ce que moi je pouvais leur apporter, un petit peu comme une monnaie d'échange. Et voilà, faire comprendre à un athlète que un résultat c'est tant de passages dans un magazine ou dans les médias qui représente tant d'euros pour une marque, etc. J'ai vite compris que le résultat était aussi pouvait être monétisé, était une monnaie d'échange et que tout se négociait, donc ça s'est fait naturellement, petit à petit. Beau parcours qui s'est fait naturellement. Donc, tu nous l'as dit, tu as commencé à nager, tu as vu des triathlètes, tu as vu de la lumière, tu as ouvert la porte, tu es rentré, tu as vu l'ambiance, tu as dit je vais rester. Finalement, tu as fait ton trou là-dedans, tu as super bien performé. En commençant à performer, les marques sont venues vers toi, enfin les clubs ont commencé à te soutenir, des marques sont venues vers toi. Et puis, c'est comme ça finalement qu'a commencé vraiment ta carrière de triathlète professionnel. Voilà, c'est exactement ça. Disons que finalement, pour toi, le besoin de financer ta carrière ne s'est pas véritablement fait sentir. Comme tu nous le dis, ça a été ça coulait de source, c'était assez smooth, c'est venu tout seul et puis tu as saisi les opportunités qui venaient à toi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenu par mon club au départ. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon père aussi qui m'a aidé dans cette démarche de relations avec les sponsors, avec des newsletters, tenir au courant des résultats qu'on fait, jouer le jeu à mettre le logo le plus possible sur ses tenues. C'est des choses comme ça finalement que je crois avoir toujours su et je sais pas d'où je le sais, mais je l'ai toujours su quand même.
Et finalement, ça m'a permis, ouais, c'est vrai, d'avoir aussi cette chance d'être rapidement contacté par des marques, et puis de petit à petit avoir d'abord un peu de matos, puis quelques primes, puis un peu d'argent, et de pouvoir vivre du triathlon. Alors, quand on dit vivre du triathlon, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu touchais un salaire mensuel pour pouvoir t'entraîner, aller sur les courses et représenter le club ou le pays ou les marques? Alors, dans mes partenaires, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, alors que c'est quand même la pièce maîtresse. La fédération m'a aussi permis de signer un contrat d'insertion professionnelle avec la SNCF. C'est-à-dire que j'étais détaché par la SNCF, mais j'étais salarié. Donc, j'étais agent SNCF détaché pour pouvoir m'entraîner. Donc, j'avais un salaire qui tombait tous les mois. C'était pas énorme, mais ça me permettait aussi d'avoir la sécurité de l'emploi pour après. Et donc, j'avais ce salaire et un emploi qui m'attendait en cas d'arrêt de ma carrière. En plus de ça, il y avait donc les partenaires qui parfois donnaient quelques primes aux résultats. Et en plus, donc, le club qui donnait aussi une prime fixe, c'est-à-dire que pour participer au Grand Prix, on avait aussi quelques primes juste pour participer, mais évidemment, il fallait jouer le jeu et faire le meilleur résultat possible pour aussi reconduire ce type de contrat les années suivantes. Ouais, alors pour les auditrices, les auditeurs qui connaissent pas forcément le triathlon, ou du moins qui connaissent pas dans les détails le triathlon, déjà il y a plusieurs fédérations. Il y a des fédérations nationales, il y a la fédération internationale qui regroupe plusieurs formats de course. Il y a aussi la fédération avec les formats Ironman qui là regroupe des compétitions avec le format Ironman, et puis ils ont essayé de lancer aussi d'autres formats. Et puis en tout cas en France, il y a ces fameuses courses qu'on appelle Grand Prix, qui est un championnat de France dans le championnat de France où toutes les équipes tous les clubs français viennent s'affronter. Alors il y avait plusieurs distances, je crois, si je me souviens bien, ça dépendant un petit peu des endroits où se jouaient les étapes. Ouais, c'est vrai que j'ai parlé de Grand Prix, j'ai pas trop expliqué. Les Grands Prix, c'était le cheval de bataille des clubs. Et comme le club était souvent notre principal partenaire, c'est pour ça que j'ai parlé de Grand Prix. Et c'était en fait, pour un triathlète, on a notre carrière perso sur l'international où on va essayer de se qualifier au championnat, en équipe de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde, puis aux Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment personnel et on s'entraîne seul pour essayer de se montrer et de performer pour remplir des critères de sélection. Et là, c'est la Fédération française qui nous qualifie. Mais on a aussi un circuit en France. On a la chance en France, dans le triathlon, d'avoir un circuit que tous les meilleurs internationaux viennent faire. C'est le Grand Prix. Et c'est pour ça que les clubs ont des budgets donnés par les municipalités pour former des équipes et essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Donc souvent les clubs qui sont aussi les meilleurs partenaires pour les athlètes ont vraiment envie qu'on performe sur les Grands Prix. Donc il y a les Grands Prix en France et le circuit international avec la fédération. Et maintenant, donc avec le longue distance, comme tu l'as dit, il y a le circuit Ironman, mais ça c'est un circuit privé qui regroupe aussi toute une série de compètes sous un label privé Ironman avec un championnat du monde et plusieurs distances. Il y a aussi encore un autre label qui est le label Challenge. Il y a encore un autre label qui est le label Super League. Mais bon, à la limite, plus on est de fous, plus on rit, plus il y a de compètes, mieux c'est. Mais c'est vrai que pour les spectateurs qui débarquent dans la discipline, c'est peut-être un peu difficile à suivre. Donc, c'était important de le repréciser, comme tu l'as dit. Sachant que Ironman, c'est quand même là où a commencé le triathlon officiellement à Hawaï, et c'est là où se jouent les championnats du monde, qui cette année ont été annulés malheureusement en raison de la crise sanitaire, mais voilà, c'était pour planter un petit peu le décor. Donc toi, tes distances de prédilection, c'était le court de distance, aussi appelé distance olympique, parce que c'est la distance qui est présente aux Jeux Olympiques et qui représente un quart de la distance Ironman.
Voilà, tout à fait. Sauf en natation, mais sinon sur le reste. Le label Ironman, c'est plutôt longue distance avec la distance Ironman qui est XL, la distance Alpha Ironman qui est L, et tout ce qui est un peu plus court, c'est plutôt format fédéral, donc avec les Jeux Olympiques sur distance M, voire bientôt sur distance S, et puis les Grands Prix sur distance S, et puis toutes les courses nationales, enfin toutes les courses en France qui n'ont pas forcément de label. Et qui sont sur distance aléatoire S, M, L. Ça, c'est suivant les organisateurs et il y a de très très belles courses aussi qui sont pas forcément des championnats. Il y a des très beaux triathlons à faire comme Deauville, Embrun, etc. Alors, on est passé un petit peu du coq à l'âne, mais pour rester un petit peu dans les distances. Donc, toi, tu opérais sur distance olympique et dans le Grand Prix. Donc, dans le Grand Prix, c'était plutôt des distances sprint. Comment est-ce que, d'un point de vue sportif, on arrive aussi bien à s'entraîner pour du très court, de très explosif comme le sprint, ou un petit peu moins explosif, mais quand même relativement explosif quand même, qu'est le distance M ou le DO ou le CD, enfin distance olympique? Alors les deux distances, en gros, c'est à la fin du triathlon, c'est soit 5 km en course à pied, soit 10 km. Et je dirais que ces deux allures sont pas si éloignées que ça. C'est les mêmes filières quasiment énergétiques, et on est sur des allures d'entraînement quasiment identiques, à quelques secondes près au kilo. Donc voilà, que ce soit en vélo ou en course à pied, c'est à peu près le même entraînement, que ce soit pour un distance S ou un distance M. C'est les temps d'effort qui sont doublés, c'est vrai. Et malgré tout, il y a quand même pas tant d'écart. Tu dis explosif sur le S et moins explosif sur le M, c'est vrai. Mais malgré tout, ça va quand même très vite sur le M. 10 km maintenant, donc ça se court. Ils font tous 29 minutes aux 10 km, donc c'est quand même très rapide. Alors c'est sûr que ça va encore plus vite sur 5 km, mais c'est quand même des entraînements relativement similaires. Là où il y a quand même un petit gap qui commence à se faire en termes de préparation, c'est sur la distance L. Entre M et L, là on parle plus le même langage. C'est quand même différent. On commence à taper donc sur des semi-marathons, et c'est vrai que ça va très vite aussi, surtout chez les meilleurs maintenant. Mais voilà, c'est quand même des entraînements un petit peu différents avec un peu plus de volume et une allure qui est quand même différente. Bon. Alors ça, c'était sur la partie entraînement, sportive, technique. Sur la partie financière, tu nous l'as dit, pour aller faire un Grand Prix, enfin, le Grand Prix, il a lieu en France, donc c'est pas tout n'est pas regroupé autour de Paris ou autour des grandes villes. Il faut voyager un petit peu partout en France. Toi, à ton époque, est-ce que c'était les clubs qui avaient le budget et qui prenaient tout en charge, ou les athlètes, quel que soit le niveau, devaient aussi intervenir pour financer un petit peu tout ça? Moi, en fait, ça dépendait quand même beaucoup des athlètes. C'est vrai que, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été assez vite catapulté dans les meilleurs français, et avec donc pas mal de soutien financier. Maintenant, c'était pas le cas de tout le monde, et il fallait organiser déjà son calendrier pour pouvoir courir parfois en France sur les grands prix, si on voulait attirer les regards des clubs. Il fallait aussi organiser son calendrier pour supporter le décalage horaire de courses internationales. Donc c'est vrai que la gestion du calendrier était importante. Il y a des fois des courses qui se chevauchaient sur plusieurs week-ends, ou qui s'enchaînaient, et ça crée quand même beaucoup de fatigue, avec des compètes qui avaient lieu un peu partout dans le monde, en Australie, aux US. Donc voilà, c'est des choses qu'il fallait gérer. Mais sinon, pour la partie vraiment aide financière, en fait, il fallait être bon sur toutes ces courses, et voilà, sur les grands prix. C'était pas les objectifs numéro 1, mais il fallait être bon quand même. On pouvait se permettre d'arriver un peu fatigué. Par contre, sur les courses internationales, c'est sûr que là, il fallait pas se louper. C'était des qualifs pour les Jeux Olympiques, pour les championnats du monde, et il fallait marquer des points. Il fallait se faire voir à la Fédé. Donc, ouais, pas le droit à l'erreur. C'est la gestion du calendrier et de l'entraînement était donc primordiale.
Donc la gestion du calendrier, la gestion de l'entraînement, la gestion du budget aussi, parce que j'imagine que même si au niveau du Grand Prix c'était les clubs qui assumaient, pour les déplacements internationaux là c'était plutôt la Fédé, ou encore une fois ça dépendait un petit peu du statut de l'athlète. Oui, voilà, tout à fait. Il y avait l'équipe de France A, et puis il y avait ceux qui étaient aux portes de l'équipe de France. Donc moi, j'ai vu un peu toutes les étapes du financement, du déplacement des athlètes. Donc à mes tout débuts, on n'était que 3-4 à partir sur les déplacements à l'autre bout du monde. Donc on était entièrement pris en charge. Et petit à petit, avec la densité du niveau qui s'est augmentée, qui s'est améliorée, on est allé vers des options bis pour des athlètes qui étaient un petit peu à la jonction entre l'équipe de France et au pied de l'équipe de France, et à qui on proposait donc de les aider soit à une certaine hauteur en pourcentage, soit en fonction du résultat qu'ils allaient faire sur cette course. Donc c'était pas évident, mais ça permettait quand même d'offrir la possibilité à certains athlètes un peu moins forts de se montrer et puis de performer. Et puis peut-être de passer à l'étape supérieure et là d'être quasi entièrement soutenu. J'imagine que maintenant, là on parle des belles années du triathlon, les années 90 à 2010. Maintenant il y a beaucoup plus de densité, les courses sont plus courtes, sont plus fréquentes. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as des idées là-dessus? Est-ce que tu as des insights sur comment ça se passe maintenant en équipe de France? Alors, je pense que, bon, un peu comme dans le vélo, les cyclistes, ils courent énormément, ils font énormément de compètes. Mais du coup, c'est des compètes qui sont pas forcément tout le temps importantes. C'est des compètes intermédiaires. Et même si c'est important d'avoir un bon niveau sur ces compètes, je pense que certains athlètes qui courent tous les week-ends, ben ils choisissent quand même leurs objectifs et ils se servent de certaines compètes comme d'entraînement très intense en fait. Et ça implique d'alléger l'entraînement parfois et de se dire que la compète de ce week-end c'est la séance vraiment dure de cette fin de semaine, et il faut bien gérer le déplacement, mais je vais arriver un peu fatigué parce que j'aurais fait pas mal de volume par exemple, mais je vais quand même donner le max sur cette course. Même si je suis fatigué, peu importe si je passe un peu à travers, ça va me servir pour mon objectif principal de l'année. Les sponsoring, les partenariats, ce qui permettait de vivre au quotidien. Il y avait aussi les primes de course, enfin les primes des partenaires et ou les primes de course. Est-ce que tu as encore en tête un petit peu à combien ça se montait les primes de course? Alors j'imagine que ça dépend si c'est le Grand Prix, si c'est championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Tu te souviens un petit peu quel était le traitement? Ouais, alors pour donner une fourchette, je crois que c'était un championnat de France, c'était à peu près peut-être 1500 euros, un truc comme ça à l'époque. Et les grands prix, il y a eu encore maintenant, hein, je crois qu'il y a plus de primes sur les grands prix. Il n'y a pas de prime au résultat. C'est vraiment que les clubs qui financent et qui créent des grilles de prix pour les athlètes. Mais encore que il y a des athlètes qui courent pour le plaisir aussi d'être équipés par ce club et puis d'avoir le déplacement financé. Donc il y a même des fois pas d'argent pour certains athlètes sur les grands prix. Mais il y a vraiment deux vitesses, je pense, dans le triathlon, et c'est pour ça que c'est difficile pour les jeunes de tout sacrifier au niveau des études pour se lancer dans une carrière professionnelle, parce qu'il y a un moment donné où soit ça marche et ça marche vraiment bien. Hein, des gars comme Vincent Louis, je pense que ils ont vraiment des sponsors solides qui peuvent le faire vivre, on va dire. Soit c'est quand même compliqué, et sachant qu'en plus ça dure qu'un temps, il faut quand même prévoir les à côté. Et pour des athlètes un petit peu aux portes de l'équipe de France, le sujet est quand même crucial en effet pour trouver des financements. Donc j'ai pas vraiment de réponse, ça dépend vraiment de certains athlètes, et en tout cas c'est pas facile. Ah, c'est intéressant que un grand athlète, un grand champion comme toi, qui nous disait tout à l'heure que ça a été plutôt simple pour toi, tout a coulé de source, que tu nous dises quand même c'est pas facile, et surtout pour les athlètes qui sont aux portes de l'équipe de France.
Ouais, c'est sûr. Hein, c'est pas bon. On est loin du foot. C'est sûr, ça a rien à voir. Mais je pense que les triathlètes ne se plaignent pas parce que ils savent que on peut quand même en vivre. Seulement, c'est ce privilège de pouvoir en vivre, il n'est donné vraiment qu'aux meilleurs. Donc, il y a vraiment une différence entre les meilleurs qui vont vraiment performer à l'international et les meilleurs Français qui vont être tout le temps un petit peu en galère, quoi, et qui vont avoir souvent, parfois du mal à joindre les deux bouts et qui vont peut-être s'essouffler ou alors qui vont tenir et puis passer à l'étape supérieure grâce à des super résultats. Alors, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, tu as vécu 2 Olympiades. On va passer sur le côté ambiance, fête, moments sportifs grandioses, parce que j'imagine que c'est le cas quand on participe à des Olympiades. Sur l'aspect vraiment, pour revenir un peu sur l'aspect financier, donc j'imagine que quand tu es qualifié, là c'est la fédération qui prend tout en charge, qui t'envoie là-bas, qui te paye les billets d'avion, l'hôtel et voire même peut-être qui t'assiste un petit peu pour gérer tout ça. J'imagine pas que ce soit toi qui achètes toi-même tes propres billets d'avion, peut-être pour ta famille, mais donc ça, je pense que l'aspect logistique est déjà pris en charge par la fédération. Est-ce que malgré tout, quand tu es athlète et que tu vas aux Jeux Olympiques, parlons principalement du triathlon, j'imagine que c'est ce que tu connais, tu perçois une prime pour accéder à ce rang d'Olympien, et après, si tu gagnes, est-ce que tu perçois aussi une prime? Alors, ça dépend, hein, vraiment, ça dépend des athlètes, ça dépend des contrats qui ont été signés. De mémoire, il y a une prime de la fédération en cas de médaille, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, et je crois que c'est un peu pareil pour tous les sports. Après, il y a des négociations, par exemple, je pense que Adidas, quand un athlète, pour citer qu'une marque, hein, sans vouloir parce que c'était la marque qui me suivait à l'époque quand j'étais au JO, je sais qu'il y avait des primes données aux athlètes qui faisaient des médailles. Mais voilà, c'était avec les partenaires, et avec la Fédé, il y avait une petite aide aussi. C'est-à-dire que les Fédés aident aussi à la hauteur de ce qu'elles ont en magasin, quoi. Donc c'est pas qu'elles ne veulent pas aider les athlètes, c'est que la fédération de triathlon, c'est pas une énorme fédé, donc voilà, elle finance déjà tout ce qui est entraînement pour les athlètes qualifiés au JO, les déplacements, tout ce qui se passe au JO dans le village, tout est pris en charge par le ministère, évidemment. Et voilà. Ouais, donc tu y vas avec ton plus beau costume et puis tu fais ta compétition et t'as pas besoin de te soucier de tous les à côté. Voilà, tout est pris en charge, évidemment. Hein. Les JO, c'est un gros truc, c'est un gros événement. Il y a Voilà, c'est un budget énorme au niveau de l'organisation, mais aussi il y a les athlètes qui sont aidés. Bon, après, je pense que sur le budget global des Jeux Olympiques, c'est pas grand-chose finalement, les déplacements et les survêtements de l'équipe de France qui sont donnés aux athlètes, c'est pas grand-chose au final. Mais c'est vrai on n'a pas de soucis, on n'a pas de questions à se poser, tout est organisé à l'avance. Après, il y a des athlètes maintenant qui gèrent leurs trucs aussi, qui peuvent imposer d'arriver plus tôt, plus tard. Donc, je pense il y a pas je peux pas donner une réponse précise, que ce soit en termes de primes, en termes d'aide, ou que ce soit par la Fédé, par le ministère ou par les sponsors, puisque ça dépend vraiment des contrats signés et ça dépend aussi des athlètes, du niveau de l'athlète. Ça dépend des années. Bon, à mon époque, c'était d'une certaine façon. Maintenant, c'est peut-être différent. Donc, franchement, c'est pas je veux pas ne pas donner d'informations, mais c'est tellement aléatoire que c'est difficile de répondre avec précision à cette question. Bon, peut-être que si tu avais été médaillé, tu aurais pu nous en dire plus, mais tu étais au pied du podium. Ouais, je sais il y avait des belles primes en cas de médaille, même si c'était pas le but, c'était pas la raison pour laquelle on va chercher une médaille. Mais c'est vrai que ça change la vie financièrement, normalement, d'avoir une médaille, que ce soit sur le coup avec la prime des JO, la prime de la Fédé, puis éventuellement la prime de certains sponsors.
mais ça change aussi en termes de parution et de diffusion médiatique, quoi, de rayonnement médiatique, je cherchais le mot. Donc après, ça dépend aussi ce qu'on en fait de sa médaille, mais ça peut changer une vie. Ouais. Ah, j'imagine. Et justement, puisqu'on parle de la médaille, ou plutôt, moi j'aimerais qu'on parle du statut de sportif qui a été aux Jeux Olympiques. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir participé à ces 2 Olympiades, peut-être entre l'une et l'autre et après la deuxième, ça a changé quelque chose dans ta vie de triathlète professionnel? Est-ce que tu as eu le droit à plus d'appels de la part de partenaires potentiels, de sponsors potentiels, de clubs qui t'ont couru après, ou est-ce que finalement pour toi ça a été t'as eu l'impression que la vie reprenait son cours, peut-être parce que tu n'avais pas une médaille, ou peut-être simplement parce que tu étais déjà au top des triathlètes français et donc il n'y a pas d'autre marque qui est venue vers toi? Alors, pour les Jeux d'Athènes, il y a eu l'avant et l'après. C'était les Jeux de 2004. C'est le 10e JO en triathlon. Il y avait eu Sydney en 2000, Athènes en 2004. J'avais 24 ans et je fais 5e de la course. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai quand même senti que ce serait plus jamais pareil. Il s'était passé quelque chose et c'était très bien. C'était très bien parce que j'allais pouvoir avoir plus de partenaires, que aussi les médias allaient beaucoup plus s'intéresser à moi. Mais voilà, c'était un petit plus. J'étais pas non plus en placardé dans toute la ville de Paris en photo. Enfin, je veux dire, pour un triathlète, c'était énorme, mais ça restait tout à fait modeste. Et ça m'a permis de m'entraîner plus sereinement pour préparer les Jeux Olympiques suivants. Donc, j'ai été beaucoup plus sollicité par les médias et puis, du coup, j'ai aussi intéressé beaucoup plus de sponsors avec qui j'ai créé vraiment des liens assez forts, des liens d'amitié. Et j'ai vécu vraiment, voilà, une carrière. Ces 10 ans là, ces 2 Olympiades, ça a été magique pour moi. J'ai adoré, voilà, cette relation avec mes partenaires. C'était plus que des primes et une paire de baskets ou un vélo de prêter ou de donner. C'était vraiment un lien. Voilà, on sentait évidemment qu'il y avait un aspect financier derrière, mais il y avait aussi quand même une bonne ambiance. Quand on se voyait, on se donnait souvent des nouvelles. Et moi, j'aimais créer cette atmosphère qui n'était pas forcément liée à l'argent. Ouais. Justement, les questions suivantes, ce serait un petit peu sur la relation qu'un sportif de haut niveau entretient avec ses partenaires / ses sponsors. Comment est-ce que se passait la relation? Tu l'as dit, tu aimais créer du lien, mettre de l'humain dans cette relation et pas uniquement la liasse de billets. Comment est-ce que commence à parler avec des partenaires, surtout si dans ton cas, si c'est eux qui sont venus vers toi, et comment ça se passe? Alors moi, j'avais 24 ans, donc j'ai été invité à des événements, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont fait être invité à d'autres événements qui m'ont fait rencontrer encore plus de monde. Les étoiles du sport, ça a été un tremplin énorme pour moi. Je les remercierai jamais assez. Ça a été, c'est pareil, les étoiles du sport, il y a eu un avant et un après. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur le sport en général, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé. Donc ça a été un bon tremplin aussi en termes d'aide financière aussi, d'une certaine façon, directement ou indirectement. Et la relation, donc pour répondre à ta question, la relation avec les partenaires, ça dépend vraiment des athlètes et ça dépend des partenaires. Donc c'est un peu bateau de dire ça, mais il y a des athlètes qui passent par des agents, donc la question ne se pose même pas. Et finalement, l'athlète peut avoir une relation vraiment cool avec son sponsor et pas du tout gérer la partie financière ou la partie dotation, matériel, etc. Donc voilà, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend aussi de la grandeur du sponsor. Hein. Il y a des petits sponsors, il y a des grands sponsors. Il y a des sponsors qui s'intéressent pas à la discipline. Il y en a d'autres qui sont d'abord passionnés, puis ensuite partenaires. Donc, ça va du petit sponsor qui
qui est passionné et qui veut absolument faire partie de l'aventure et qui va donc faire donner le maximum pour apparaître sur ta tenue et puis prendre des nouvelles régulièrement. Et puis à l'extrême, je dirais qu'il y a, moi ça me concerne pas, mais il peut y avoir des sponsors qui ont été gérés uniquement avec des agents, et puis on reçoit soit le matos, soit un chèque, et puis on n'entend jamais parler, et c'est juste un logo sur une tenue. Mais bon, après il n'y a pas de bon ou de euh, mauvaise histoire. C'est important, il faut les deux. De toute façon, le but c'est pour un athlète, c'est de performer. Et le but, malgré tout, pour un sponsor, il faut pas l'oublier, c'est aussi d'exister et de vendre. Donc, même si on parle d'argent, le sponsor, il a aussi besoin de vivre, quoi. Donc, il faut aussi se mettre à sa place. C'est pas de la philanthropie qu'il fait, hein. Il est là aussi pour avoir quelque chose en échange. Et oui, et ce qui est normal. Ce qui est normal. Et même si, je dis n'importe quoi, même s'il voulait nous aider à vitam aeternam, à partir du moment où les résultats sont moins bons, ben l'investissement financier, il peut plus le mettre avec l'athlète, donc il est un peu obligé de te dire au revoir. Mais c'est la loi du sport, c'est la loi de la vie. Il y a faut pas en vouloir non plus, je pense, un partenaire qui quitte un athlète parce qu'il est plus performant, c'est la vie, quoi. Ben moi franchement, hein, comme je disais, j'ai eu que des bons échanges, des belles histoires, des grandes histoires. J'ai été très fidèle à mes partenaires et mes partenaires m'ont été très fidèles. J'ai gardé certains partenaires quasiment toute ma carrière, du début à la fin. Donc forcément, il y a un sentiment de fidélité qui s'installe, et je me verrais pas parfois courir sous les couleurs ou tester même un autre produit. J'aurais l'impression d'être un traître, d'être infidèle. Ouais, d'être un voilà. Et il y a des relations d'amitié aussi qui se créent avec les responsables marketing de certaines boîtes qui ont même été invités à mon mariage, par exemple. Parce que on s'appelle, on rigole, maintenant on parle d'autre chose, mais on s'est découvert comme ça, et puis le courant est bien passé. Et puis il y en a d'autres avec qui on a coupé court, et une fois le contrat terminé, on s'est plus jamais revu. Ça arrive aussi, et pourtant on a passé de très bons moments pendant la période. Bon, c'est un petit message aux marques, enfin, ou du moins aux sociétés qui veulent sponsoriser des athlètes, que c'est pas que l'athlète qui doit faire la démarche d'aller vers eux, c'est aussi eux peut-être à entretenir la relation. Ouais, c'est sûr que ce serait parfait si toutes les marques pouvaient, comme j'ai eu la chance de l'avoir, rencontrer les athlètes comme ça. Mais je me mets à la place d'une marque de textile ou de paires de chaussures de running, par exemple. Ils peuvent pas non plus tout savoir. Et c'est pas évident de savoir sur quel cheval miser aussi quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas au cœur de la discipline. Il y a des jeunes forts, il y a plusieurs circuits, il y a l'équipe de France, il y a plein de choses qui se passent. Donc par exemple dans le triathlon, il faut quand même avoir des gens qui nous conseillent pour savoir sur quel cheval miser. Donc voilà, c'est aussi à l'athlète de se bouger pour contacter les marques et puis essayer de se présenter sous son meilleur profil, et puis de bien expliquer quel est son projet. Je pense que l'athlète doit aussi montrer que ce n'est pas juste lui aussi, il doit montrer que c'est pas juste de l'argent et du matos qu'il veut. C'est aussi une histoire qu'il veut construire sur du long terme, et qu'il apprécie déjà à la base les produits de la marque. Je pense que c'est important que ce soit basé sur de la sincérité au départ, pour que ça puisse éclore. Oui, rapidement, parce qu'on arrive presque à l'heure d'interview et je voudrais pas te prendre trop de temps. J'aimerais qu'on aborde aussi la question de la reconversion. Tu nous l'as dit, tu as eu la chance assez tôt, je crois, dans ta carrière de signer la convention d'insertion professionnelle, qui t'a permis d'avoir un emploi auprès de la SNCF, et donc en étant détaché de pratiquer ton sport mais de recevoir un salaire, aussi modique soit-il, tu nous l'as dit. Comment est-ce que ça se passe après au niveau de la reconversion? Est-ce que c'est déjà des choses qui sont négociées en amont dans le cadre de la CIP, et puis quand tu décides de t'arrêter, tu enclenches la reconversion
finalement en mettant ton bleu de travail ou ton costume d'agent SNCF et puis en allant bosser, ou c'est quelque chose qui se prépare un peu plus sur le long terme? Alors c'est exactement ça. La CIP, elle est là pour te permettre d'avoir un emploi, mais à la fois dès qu'on sort des listes ministérielles, c'est-à-dire que ça peut arriver un peu plus vite qu'on le pense, eh ben il faut aller travailler à plein temps pour cette entreprise. Donc pour ma part, ça a été un peu brutal quand même si j'ai terminé ma carrière un petit peu progressivement. Du moment où je suis sorti des listes, il a fallu que je décide de travailler à plein temps pour la SNCF, à l'accueil de la gare de Saint-Raphaël, ou de continuer à essayer de performer et de m'entraîner, sachant que le triathlète s'entraîne à haut niveau 35-40 heures par semaine, donc difficile d'avoir un emploi à plein temps à côté. Donc j'ai choisi de ne pas utiliser cette carte, de refuser l'emploi qui m'avait été proposé, un CDI à la SNCF, pour d'une part continuer à m'entraîner et d'autre part développer un autre projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire rester dans le triathlon et aller vers les athlètes hors pro, entre guillemets, quoi, les groupes d'âge, les jeunes, et leur transmettre mon expérience. Donc au travers soit de coaching par correspondance, soit de l'événementiel, mais rester au contact au final, transmettre toute cette expérience et puis continuer à parler et à s'intéresser à ma passion. Belle vocation. Ouais, bah c'est vrai que 20 ans de carrière à haut niveau, c'est pas rien. J'ai vu le triathlon évoluer, on va dire que j'en connais un rayon et j'ai été aussi précurseur de certains points. J'ai toujours été passionné de matos, l'évolution du matériel, les roues, les vélos, c'est un truc de malade. L'évolution de l'entraînement aussi, les techniques d'entraînement pour ceux qui aiment le polarisé, pas polarisé. Le sport évolue à tous les niveaux. Et je dirais qu'avec 20 ans de pratique à faire que ça du matin au soir toute l'année, on en apprend quand même un paquet. Et la pause, ou c'est que pour les amateurs? La pause c'est au mois de décembre, pendant la coupure hivernale. Donc c'est pas toute l'année, c'est 11 mois sur 12. Mais bon, pendant la pause, on reste quand même entre triathlètes, même pour s'amuser et puis pour se divertir un peu. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même beaucoup d'expérience accumulée. Et j'ai pas envie de le garder pour moi d'une part, et puis j'ai envie de continuer à me renseigner sur les évolutions, les nouvelles choses, nouveaux matos, nouvelles techniques d'entraînement, etc. Donc continuer d'en parler, puis s'adapter aux nouvelles technologies comme le digital avec une application. Voilà, je vais être dans le game, même si je fais plus de haut niveau, et ça passe par voilà, du coaching, des stages et puis plein de choses, un peu de design sur les tenues, les trifonctions, les combinaisons néoprène, etc. Nul doute que ça va marcher. On le voit très souvent, les sportifs de haut niveau mettent en place tout un tas de mécanismes pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et on retrouve cette résilience-là aussi avec les chefs d'entreprise ou dans la deuxième vie de ces sportifs et sportifs de haut niveau qui se transforment justement en chefs d'entreprise. Quand tu disais que tu as choisi de pas prendre le CDI qui t'était offert par la SNCF, comment est-ce que la relation se passe dans ce cas-là avec l'entreprise qui t'a offert cette CIP? C'est un peu le même principe que ces gens qui font des grandes études dans les grandes écoles, type l'ENA, type Centrale et autres, et ils ont quelques années à rendre à la communauté en travaillant dans le secteur public, où là, c'est vraiment, en gros, après t'avoir financé entre guillemets pendant plusieurs années ta carrière, soit tu prends le contrat, soit tu le prends pas, mais si tu le prends pas, c'est pas grave, on te demande rien de spécial. Alors c'était pas du coup la rentabilité pour la boîte était fait en temps réel, c'est-à-dire que j'étais pas juste payé à m'entraîner. J'avais quand même des heures à faire en gare d'une part. J'avais aussi des photos, des vidéos. Je parlais beaucoup de la SNCF dans mes interviews. Voilà, c'était un plus comme un partenaire au final qui va pas demander de venir travailler pour un magasin ou un fabricant de vélos après ta carrière. Là, moi, la SNCF, c'était un partenaire. J'avais le logo de la SNCF sur toutes mes tenues. J'étais athlète SNCF. On faisait souvent des vidéos, des shootings, des rassemblements. Je travaillais à la SNCF aussi à l'année.
Donc au moment donné, un moment où la CIP s'est arrêtée, j'avais le choix de quitter définitivement ou de venir travailler à plein temps. Et pour répondre à ta question, en fait, on était quitte à ce niveau-là. Pas d'année obligatoire à rendre en fin de carrière, puisque en plus, sortir des listes ne veut pas dire forcément fin de carrière. Fin de carrière de très haut niveau, mais j'ai continué à faire, par exemple, des Coupes d'Europe et des choses comme ça à la fin, et des grands prix. Donc, je continuais à m'entraîner quand même beaucoup, mais j'étais plus sélectionné aux JO et aux championnats du monde. Mais voilà, pour moi, c'était pas encore fini, et pourtant j'étais plus sur les listes parce que c'est les critères qu'ils voulaient. Alors, pour revenir juste rapidement sur tes partenaires, parce qu'il faut rendre à César ce qui leur appartient, est-ce que tu veux les nommer, ceux qui t'ont accompagné le plus dans tout ton parcours? Tu nous as cité Adidas tout à l'heure, évidemment la SNCF, tu étais athlète SNCF, et puis dans le cadre de la CIP, tu leur rendais bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais citer, dont tu voudrais donner le nom? Alors, il y a les clubs qui m'ont beaucoup aidé, hein. Il y a le club de Poissy à mes débuts, le club de Sartrouville ensuite, où j'ai fait 6 ans là-bas. Ça a été, donc, on l'a dit aussi avec Cédric Furton hors antenne, qui a été une super expérience. Le club de Beauvais ensuite. Voilà, ça c'est mes 3 clubs de cœur qui m'ont vraiment permis de réaliser ce que j'ai fait dans le triathlon. Ensuite, j'ai eu 2 grands partenaires, donc qui étaient Adidas au départ, je l'ai déjà dit, et Oka, Oka One One, Oka One One, qui me suit encore maintenant. Et ça, c'est vraiment aussi des partenaires où vraiment ça dépasse le domaine du financier, du matériel. C'est-à-dire que je suis encore athlète Oka, on se voit encore régulièrement, on s'appelle régulièrement, et finalement c'est un partenaire que j'ai depuis des années, et je dirais que tant que je ferai de la course à pied, moi je veux courir en Oka. C'est des produits que j'adore, et puis c'est un partenariat qui est très sain et qui est basé sur l'humain. Voilà. Après, j'ai plein d'autres partenaires, des plus petits, mais qui m'ont aussi beaucoup suivi, ouais, c'est difficile d'en citer parce que je vais forcément en oublier. Donc, on peut s'arrêter là si tu veux. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est l'occasion de les remercier, et c'est pas souvent, mais il y a aussi mes partenaires d'entraînement que je veux remercier, mes entraîneurs. Il y a énormément de monde qui permettent à un athlète de performer. Donc, je pourrais pas citer comme ça une marque de roue ou une marque de vélo avec laquelle j'ai roulé, parce qu'il y a tellement de monde. Et je pense que le principal, ça a été vraiment les clubs, donc Poissy, Sartrouville et Beauvais. Et ensuite, la fédération qui m'a aussi beaucoup aidé, et puis mes entraîneurs, et puis ma femme aussi qui est là. Qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, l'avantage du podcast, c'est que ce n'est que de l'audio, donc ça ne sera que moi qui aurai eu l'occasion de la croiser. Bon, et puis elle aussi qui fait beaucoup de triathlon, qui est pro. Donc on a aussi vécu de belles compètes tous les deux et de beaux entraînements. Donc mes partenaires d'entraînement, j'ai déjà dit. Et puis voilà, il y a Garmin par exemple, ça doit faire 25 ans que j'ai Garmin comme partenaire, et moi j'adore les produits, j'adore les gens. On se voit une fois, c'est à peine si on part pas en vacances ensemble. Voilà, c'est sain. Moi, ça me fait plaisir de communiquer sur leurs produits parce que je sais que c'est des très bons produits. Et puis, on a beaucoup de valeurs en commun. Donc, voilà, on dépasse le domaine du sponsoring. Ok, écoute, merci de leur avoir rendu hommage. Je pense que c'était important. Pour finir, je te propose 2-3 questions. Tu peux répondre tac au tac ou alors t'étendre sur le sujet si tu veux. Pas de problème. Parfait. Quel a été ton meilleur souvenir de sport dans toute ta carrière, ou même avant même ta carrière? Je dirais peut-être mon premier titre de champion de France, parce que pour moi c'était assez inattendu, et ça a été vraiment le jour où je me suis dit en fait je suis plus le petit junior qui attend de savoir qu'est-ce qu'il doit faire et à l'entraînement et en compète, et puis qui regarde les grands pour apprendre. Là, c'était mon premier titre de champion de France, j'avais 22 ans, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres, quoi. Comment ça se fait que je suis devant?
Et je me suis dit, ok, donc ça y est, moi aussi, je suis un des forts et il va falloir compter sur moi. Donc, on va y aller, on va passer la seconde. Super. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'a donné? Wow. T'as le droit de rendre hommage à Charlotte, hein, vu qu'elle est pas loin. Ouais. Ouais, je pense que mon premier entraîneur a joué un rôle fondamental dans ma carrière et dans ma vie. Je suis arrivé en mode un peu rebelle, je sais pas trop ce que je fous là, un peu fêtard, passionné de triathlon et passionné de bon vivant aussi, passionné de bonne ambiance, envie de s'amuser. Je sais pas si c'est un conseil précis, mais il m'a appris la rigueur. Il m'a appris que ça vaut le coup de s'investir à fond dans un projet et puis d'arrêter de déconner de temps en temps et de mettre ça de côté pour plus tard et puis de se donner à fond dans un projet, de se faire confiance à soi-même et de faire confiance aussi à l'équipe qui t'entoure et puis de partager d'autres choses que juste s'amuser de temps en temps, partager d'autres valeurs comme les sacrifices et être sérieux, se donner à fond et vraiment tout donner de A à Z pour pour arriver à un but ultime. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Frédéric Bellobre et remonter le temps dans la ligne d'eau là de Frédéric Bellobre de 13 ans, le nageur, qui voit la ligne d'eau des triathlètes à côté, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil? Fais comme si tu m'avais pas vu. Tout ce que tu vas faire sera parfait. Génial. Donc une question corollaire, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Il n'y a rien en fait. Surtout, rien. Non, mais je pense que dans la vie, il y a des moments forts où on se dit, ouais, j'ai une chance énorme. Et des moments comme ça, j'en ai eu plein. Donc, c'est génial. Et il y a des moments où je me suis dit, purée, c'est dur. La vie est dure. Et ça, en fait, ça m'a permis d'aller chercher d'autres moments où j'ai eu beaucoup de chance. Donc, finalement, tout est lié. Et des moments de bonheur sans des moments de malheur, je pense que on se rend pas compte de la chance qu'on a et de ce qu'on arrive à réaliser. Donc, il faut les deux. Et je dirais que je suis très satisfait de l'équilibre que j'ai eu pendant toute ma carrière et encore maintenant dans le domaine plutôt professionnel. C'est c'est un enchantement chaque jour de se lever et de se dire allez, aujourd'hui on va faire ça, ça va être génial, ça va être dur, ok, on va prendre des coups dans la gueule, on va avoir envie de tout lâcher, ça va mal se passer, mais on va s'accrocher parce que c'est quand même ce qui nous fait lever le matin et puis on va y arriver. Puis là, j'ai envie 9 fois sur 10 on y arrive, mais en fait c'est 10 fois sur 10. Donc voilà, je regrette rien, c'est clair. Très belle conclusion. C'est un peu ce que je dis à mes enfants. Et le quatrième est en route là, et je leur dis toujours que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Donc c'est dans la même veine, quoi. Si tu vis pas des moments difficiles, tu peux pas apprécier les bons moments, et souvent l'un découle de l'autre. Ouais. Et je suis en train de penser aux gens que je voulais remercier. Bah, c'est mes parents aussi, quand même. Non, mais c'est important, c'est important. Je pense surtout dans le triathlon. Mon père, qui était ancien triathlète, évidemment, m'a beaucoup suivi, mais ma mère m'a aussi donné des bons conseils à son niveau, différents, mais qui m'ont permis d'évoluer dans ma vie. Je pense que voilà, c'est les personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Ça a été donc mes parents, mon entraîneur, certains partenaires d'entraînement aussi avec qui j'ai passé énormément de temps à souffrir et à avoir du plaisir, mais aussi à souffrir. Donc voilà, c'est des moments qui marquent. Et puis ma femme maintenant, quand même. Voilà, j'ai eu la chance d'être toujours excellemment entouré. Donc voilà, la vie m'a souri pourvu que ça dure.
Ce sera le mot de la fin. Juste avant de te laisser partir, s'il y avait une ou un sportif que tu aimerais entendre à ce micro, est-ce que tu pourrais me donner quelques noms? Ouais, je vais être un peu chauvin pour ma discipline. Je vais dire Vincent, qui est le triathlète leader en France en ce moment, que j'apprécie beaucoup dans sa façon de gérer sa carrière et je me revois un petit peu en lui parce que c'est un athlète vraiment qui lâche rien, qui donne tout, qui met tout en œuvre pour réussir, qui est capable de prendre des risques, qui a beaucoup de panache aussi. Donc voilà, c'est une chance de médaille au JO pour cette année, mais donc pour l'année prochaine. Ouais. Donc pourquoi pas Vincent? Écoute, Okay. je pense que il aura aussi beaucoup à apporter aux auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur le monde du triathlon. Et puis voilà, après j'ai pas de nom comme ça là en tête qui me viennent hors triathlon. Ma chérie aussi, on pourrait l'entendre, hein, elle a beaucoup à dire, mais elle aura sûrement un discours un peu similaire au mien. Donc c'était pour changer un peu. Mais si, on va la garder pour après, parce qu'en plus, j'aime beaucoup donner la parole aux femmes, pas uniquement aux hommes. Donc, elle a aussi un très beau parcours dans le triathlon, sur le court, sur le long. Donc, c'est vrai que c'est quand même différent du mien, qui est resté plutôt sur le court distance. À savoir que c'est quand même deux mondes différents, hein. On l'a dit sur l'entraînement, mais on l'a dit aussi, on peut le dire aussi au niveau financier, au niveau des partenaires, des clubs et tout. C'est pas du tout la même façon de gérer sa carrière sur le long que sur le court. Donc, why not? Bah écoute, Charlotte, tu nous entends, donc quand tu veux, tu seras la bienvenue. Puis de toute façon, Fred, maintenant j'ai ton numéro, donc je te lâcherai pas. Elle est motivée, c'est bon. Et du coup, j'ai pas trop fait de pub pour ce que je fais maintenant, mais du coup, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais j'allais te le demander justement. Ouais, c'est vrai que j'ai pas été bon, mais parce que j'ai parlé avec le cœur. Et c'est vrai que du coup, il y a deux projets qui me tiennent énormément à cœur et pour lesquels je pourrais bosser 24 heures sur 24 avec ma femme depuis 5-6 ans. C'est donc My Tribe, ma tribu en anglais, MYTRIBE, mytribe.fr. Et à partir de là, ça débouche sur soit du coaching, soit des stages, soit une marque de textile, de triathlon, soit un club. Et puis le deuxième gros projet, c'est I-Do, I-D-O. I-Do, je fais en anglais I-Do Sport, I-Do Sports, donc avec l'accent. Wow. Et donc un nouveau projet dans le digital. Et c'est une application qui regroupe toutes les données des montres et des compteurs vélo, des données natation, vélo, course à pied, ski, autres, tout ce qui passe par les capteurs qu'on a maintenant un peu partout. Ça recentre tout ça sur une plateforme qui analyse, qui donne accès à des courbes et des statistiques. Et donc ça met en relation l'athlète et le coach. Et donc l'athlète envoie toutes ces données, le coach les reçoit et le coach peut facilement donner à l'athlète son plan d'entraînement. Donc c'est une plateforme d'entraînement, de planification. Le coach planifie l'entraînement et l'athlète voit l'entraînement, le suit et synchronise les données pour dire comment ça s'est passé. Et donc il y a vraiment un échange, il y a un chat, il y a tout ce qu'il faut sur les séances pour vraiment débriefer de la séance. Et c'est aussi accessible à des athlètes qui voudraient s'entraîner eux-mêmes, des athlètes autonomes qui voudraient eux-mêmes se faire leur planification et après analyser les séances qu'ils ont réalisées. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est déjà que tu me partages tous les liens et on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Comme ça, toutes les auditrices, tous les auditeurs que ça peut intéresser pourront bien évidemment aller voir. Mais ce que je te propose aussi, si tu acceptes cette mission, j'ai un autre podcast qui s'appelle Nakan, le podcast des sportifs connectés, où on parle justement d'endurance et de sport connecté avec un copain qui est aussi triathlète. Si tu veux venir nous en parler, un de ces quatre, on pourra disséquer avec toi l'application, voir un petit peu comment ça marche et puis étudier évidemment le bien fondé de l'application. C'est révolutionnaire. Ça va vous changer la vie. Allez, le rendez-vous est pris. Super. Parce que dans ce podcast-là, on avait reçu Guillaume de Run Motion Coach, pardon. Il m'excusera, qui fait ça un petit peu sur la partie course à pied. Et donc toi, je me demandais quand est-ce que ça existerait sur le triathlon. Eh bien voilà, tu nous apportes la solution. Ok.
Et ben voilà, parfait. On pourra en discuter en détail avec plaisir. Super. Fred, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à Charlotte qui doit être en train de dîner parce que je vous ai pris un petit peu de temps. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Salut. Bonne soirée à tous. À bientôt. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs. Et puis, salut. Non, je prépare. C'est bientôt prêt. J'ai une bonne excuse pour pas avoir eu à préparer à manger, mais je vais devoir mettre la main à la pâte maintenant. Si tu veux des excuses comme ça, je peux t'enfiler tous les soirs, il n'y a pas de problème. Ça va être sympa. Mais la prochaine fois, c'est toi qui prépares puisque Charlotte a accepté l'invitation. Donc, Oula, par contre, je garantis pas le résultat, mais je suis pas un très bon cuisinier. Normalement, les triathlètes, les pâtes, ça se connaît. Ouais, voilà, ça va se limiter à riz. Donc, elle va peut-être pas être riz contente. Et pommes. Ouais, voilà, riz, salade.